chose, on lui donne la parole. De toute façon, on verra bien. Voilà, on avisera en temps réel, comme d'habitude, sachant que notre temps réel à nous est marqué par l'horaire du chemin de fer. Voilà, donc je vous laisse la parole et on s'en va pour commencer dans le Trégor. Merci. Alors, je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs du colloque Au bout du rail, la plage, qui m'ont permis de venir aujourd'hui vous raconter l'histoire très mouvementée de notre petite antenne ferroviaire de 16 km. Alors, je voudrais aussi préciser que mon intervention est centrée uniquement sur le déroulement des 4 batailles qui se sont déroulées entre 1968 et 2000 et dont l'objectif était d'empêcher la fermeture des gares qui étaient menacées et évidemment de l'antenne qui va de Plouaret à Lannion. Alors la ligne Plouaret-Lannion, il faut que je prenne tous les éléments. La ligne Plouaret-Lannion est située au nord-ouest des Côtes d'Armor, dans le Trégor, Plouaret étant situé entre Guingamp et Morlaix. Conserver et développer cet atout primordial d'un territoire relativement enclavé sera la motivation essentielle des 4 batailles qui vont se dérouler entre 1968 et l'an 2000. Ce sera bien sûr la raison d'être du comité de défense créé dès 1978, on verra tout à l'heure qu'en 68 c'était un peu différent, dont nous voyons ici le récépissé de déclaration en sous-préfecture. En ce qui me concerne, je suis membre du comité de défense depuis 1978. Ensuite, j'ai été vice-président entre 2001 et 2008 et actuellement, je suis secrétaire du comité de défense depuis 2008. Et ce qui a attiré, mais on en parlait à l'instant, l'attention de Pierre-Henri et Morgard. J'ai publié un livre en 2011, Les trains pour le Trégor, qui raconte l'histoire des luttes tenaces des Trégorois pendant plus de 30 années pour défendre les 2 gares et leur antenne ferroviaire. On peut se souvenir, je crois que je vais à l'envers, on peut se souvenir que dans la première moitié du XXe siècle, un réseau ferré départemental construit en étoile autour de Lannion avait permis de desservir Perros-Guirec, Tréguier et Plestin-les-Grèves. Le titre du colloque Au bout du rail, la plage était alors pleinement réalisé dans le Trégor. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, la région de Plouaret et de Lannion fut un haut lieu de la résistance des cheminots. Ce n'est donc pas par hasard si le film de René Clément, on en parlait hier, La bataille du rail, a été en partie tourné dans les secteurs de Plouaret et de Lannion. À signaler aussi qu'il y avait parmi les premiers défenseurs de la desserte ferroviaire d'authentiques résistants qui avaient utilisé cette grosse clé qui permettait de faire dérailler des convois ennemis et qui est aujourd'hui précieusement conservée dans le bureau du maire de Plouaret. Une relique. Je terminerai cette introduction en signalant que l'on a inauguré en 2004 sur le parvis de la gare de Plouaret un monument liant dans le souvenir des Trégorois sous le titre « Les batailles du rail », les résistants qui avaient donné leur vie pour la libération de leur pays et ceux qui, pendant plus de 30 ans, ont combattu pour défendre la gare de Plouaret et l'antenne de Lannion. La question de la survie de la ligne Plouaret-Lannion et de la gare de Lannion sera posée dès 1968, avec la mise en œuvre du rapport NORA, qui visait à fermer les lignes non rentables
en les remplaçant par des services de cars. Dans les Côtes du Nord, 3 lignes étaient concernées, dont celle de Plouaret à Lannion. Le principe de la fermeture de ces 3 lignes fut accepté en mai 1969 par le Conseil général. C'était mal parti. La SNCF choisit pourtant d'opter pour la stratégie des petits pas, en envisageant pour juin 69 la suppression de 2 liaisons entre Lannion et Plouaret, une sorte de test. Les articles du journaliste du Télégramme Le Laouénan, qui a écrit également sur la guerre 14-18, pointèrent l'incohérence d'une telle décision à un moment où la ville de Lannion était en plein développement. Il poursuivait son raisonnement en prévenant que ces 2 premières suppressions pouvaient être le prélude à la fermeture d'une voie peut-être déjà à l'agonie. Du côté des élus locaux, on s'interrogeait. Le maire de Lannion ne voulait pas croire à l'imminence du danger. Par contre, Norbert Lejeune, le conseiller général de Plouaret, tirera la sonnette d'alarme. Sa capacité à convaincre se concrétisera en juillet 1970 par une délibération du Conseil général en faveur du maintien intégral des dessertes ferroviaires votée à l'unanimité par les conseillers généraux, qui retournaient donc complètement leur vote de l'année précédente. La SNCF préférera reculer et les liaisons ferroviaires furent maintenues. Il faut dire qu'il y avait dans l'intervalle des élections municipales en 1971. Donc, après les élections municipales, la SNCF laissa filtrer son intention, la ligne est coupée, là. Son intention de remplacer la plus grande partie des circulations autorail sur la ligne Plouaret-Lannion par des liaisons en car. Et ceci à partir du 12 décembre 1971. On assista alors à une véritable levée de boucliers. Le nouveau conseil municipal de Plouaret votera en 1960, au mois de juin, dès le mois de juin, une délibération en faveur du maintien de la ligne avec la totalité de ces liaisons. Un grand nombre de conseils municipaux du Trégor prirent le même type de délibération, y compris les communes balnéaires comme Perros-Guirec. Ici, c'est celle de Perros-Guirec. Toutes demandaient le maintien des 10 liaisons menacées. De droite, de gauche, du centre, tout le monde. Une réunion organisée à Lannion rassembla le 22 novembre plus de 200 personnes. Le conseiller général de Plouaret, toujours lui, parvint à fédérer toute l'assistance avec sa proposition d'une délégation représentative au ministère des Transports. Dans les jours qui suivirent, trois comités de défense se mirent en place à Plouaret, à Ploubert, qui avait aussi sa gare, qui s'appelait Kéroserne, et à Lannion. Prenant acte de ce bouillonnement populaire, le député Pierre Bourdelès se ralliera à la proposition d'une délégation élargie au ministère des Transports. Et le 12 décembre, date fatidique, il ne s'est rien passé. Et la SNCF ne mit pas en application les 10 suppressions de liaisons annoncées. Le 18 janvier 1972, une délégation de 4 élus de Plouaret et de Lannion, emmenée par le député, sera reçue au ministère des Transports et quelques jours plus tard, la SNCF annoncera que les services de train entre Lannion et Plouaret seraient maintenus dans leur intégralité. L'antenne Plouaret-Lannion était sauvée
du moins pour quelques années. Quelque temps de calme, et en 1978, ça repart. En 1978, les relations entre la SNCF et les défenseurs du rail vont se tendre une nouvelle fois. C'était l'époque de la mise en œuvre du rapport Guillaumat. J'ai piqué cette carte dans un document là, que j'ai vu passer dans vos documents, Monsieur M. Angard. Le rapport Guillaumat estimait que la SNCF n'avait plus à maintenir un comportement de service public. Le rapport Guillaumat préconisait de restreindre le réseau ferroviaire à un réseau noyau, articulé sur les lignes principales et limité à la desserte d'une cinquantaine de grandes villes. Inutile de préciser que la gare de Plouaret et la ligne de Lannion se trouvaient dans le collimateur. À Plouaret, un début de mise en œuvre s'était traduit dès la fin de l'été 78 par la suppression de l'arrêt des trains rapides, comme on les appelait à l'époque, le Goéland et l'Armor, auquel allait venir s'ajouter le 1er octobre 1978 la suppression de 5 arrêts de trains supplémentaires. La nouvelle lutte pour la défense de la desserte ferroviaire va être animée par un comité de défense unique cette fois-là. Au début de l'automne 1978, un tract au titre très alarmiste avait été distribué dans toutes les communes de la zone desservie. La gare de Plouaret menacée de suppression. La deuxième bataille du rail, c'est peut-être la troisième si on n'oublie pas la première historique. La deuxième bataille a donc commencé à Plouaret le 1er octobre 1978, premier jour de la mise en service des horaires d'hiver. Répondant à l'appel du comité de défense, un millier de manifestants avaient envahi les quais et même les rails un peu avant 9 heures, bloquant ainsi le premier train qui ne s'arrêtait plus. Alors, inutile de vous dire que c'était le premier d'une longue, très très longue série. Ce 1er octobre, sur les rails, les élus faisaient adopter par le millier de manifestants une motion-pétition qui affirmait l'opposition de la population du Trégor à toute restriction du trafic ferroviaire sur le secteur de Plouaret-Lannion. Une coordination des comités de défense de Bretagne sera mise en place et des journées régionales seront organisées. Plouaret sera à la pointe du combat. Dès le 12 novembre 1978, 1500 personnes se rassemblèrent à la gare de Plouaret. 2 trains furent arrêtés. Les prises de parole fustigèrent les mauvais coups de la SNCF qui parlait de rentabilité quand la population demandait le maintien du service public. Ce jour-là fut également lancé le premier autocollant du comité de défense qui devint un véritable signe de ralliement pour les Trégorois. Les manifestations se succédaient. Mais, le 22 novembre 1978, une mauvaise surprise attendait les manifestants à la gare de Plouaret. Une soixantaine de gardes mobiles leur interdisaient l'accès aux quais et aux rails. Le comité de défense fut donc contraint de tenir son rassemblement devant la gare et les 2 trains passèrent sans s'arrêter. Ce scénario se reproduisit à 10 reprises, fin novembre et début décembre 1978. Les gardes mobiles défendaient la gare de Plouaret, les défenseurs du rail aussi. Le 17 décembre 1978, excusez-moi, au cours du dernier trimestre 78, dans un climat de guérilla, véritablement, 17 manifestations furent organisées, parfois sans crier gare, comme disait le président du comité de défense, et 8 arrêts de train furent réussis.
Le 17 décembre 1978, 3000 personnes se rassemblèrent sur la place de Plouaret, entre la mairie et l'église. Le curé avait même retardé l'heure de la messe. Une foule impressionnante, emmenée par une exceptionnelle brochette d'élus, toutes tendances politiques confondues, défila dans les rues de Plouaret jusqu'à la gare, qui s'affirmait comme la gare du Trégor. Une autre manifestation importante eut lieu le 4 février 1979 dans la salle des fêtes de Plouaret. 1500 manifestants bravèrent la pluie et un slogan s'imposa au cours du défilé qui suivit le meeting. À Plouaret, tous les trains s'arrêtent. Ambitieux. Pour contrer les affirmations du directeur régional qui déclarait que la desserte ferroviaire de Plouaret était bonne pour une commune de 3500 habitants, le comité de défense mit en avant l'idée essentielle que Plouaret était la gare de 65 000 Trégorois. Mais 6 mois après le début de la deuxième bataille et plus de 40 manifestations, la SNCF n'avait rien lâché, malgré un engagement populaire remarquable, une pétition de 6 000 signatures et la délibération de 30 conseils municipaux. Bien au contraire, la SNCF avait, dès le début de 1979, réagi en déposant à chaque arrêt forcé une plainte auprès du procureur de la République. Pourtant, les manifestations continuèrent pendant l'été et jusqu'à la fin de l'année 1979, qui fut atteinte avec 100 arrêts de train. Excusez-moi, quand je vous regarde, je perds le fil. Mais j'ai du mal à ne pas vous regarder. Alors, c'en était. Oui. Bien au contraire, déposer la plainte, oui. Pourtant, les manifestations continuèrent et dans les 100 arrêts de train, il y avait déjà eu 125 manifestations parce qu'on n'avait pas réussi à arrêter le train à chaque fois. Début février 1980, sur plainte de la SNCF, une vingtaine d'élus et de militants seront inculpés et convoqués devant le tribunal d'Angers. Les manifestations se poursuivant, ils seront bientôt une quarantaine à être poursuivis. Le 24 février 1980, une grande manifestation rassembla 2000 personnes à Plouaret. Daniel Picol, coordinateur des comités de défense de Bretagne, exigea que les poursuites soient levées. De son côté, le président du comité local demanda que les otages soient libérés. Très d'actualité. Mais il fallut attendre le mois d'août 1980 pour que le directeur régional redonne enfin 2 arrêts à la gare de Plouaret. Cette concession annoncée sans aucune rencontre, aucune concertation, fut jugée insuffisante par le comité de défense. En septembre 1980, à la suite du secrétaire du comité de défense, qui n'était pas moi à l'époque, les 40 inculpés décidèrent de ne pas répondre aux convocations du juge d'instruction d'Angers. Alors, un événement important, l'arrivée de la gauche au pouvoir en mai 1981, avec la nomination de Charles Fitterman au poste de ministre des Transports, débloqua progressivement le dossier. Les arrêts de train supprimés en 1978 furent rétablis dans leur intégralité avec des correspondances correctes pour l'année. Une ordonnance de non-lieu sera rendue par le tribunal d'Angers pour l'ensemble des inculpés de la gare de Plouaret. Et la gare de Plouaret prendra le nom de Plouaret-Trégor. Le directeur régional viendra même à Lannion le 9 octobre 1982, baptiser la locomotive BB 22 324
portant le nom de la ville de Lannion. La deuxième et longue bataille pour la défense de la desserte ferroviaire du Trégor s'achevait donc par une victoire après 132 manifestations et 106 arrêts de train. L'antenne de Lannion retrouvait aussi toute son importance. Si pour la troisième bataille, la lutte a effectivement commencé en novembre 1989, on était inquiet depuis quelques mois du côté de Plouaret. En effet, la SNCF, qui n'avait pas envisagé d'arrêt pour les TGV qui allaient remplacer les trains corail, qui, eux, s'arrêtaient à Plouaret. Et les craintes se vérifièrent dès la mise en service, le TGV ignora la gare du Trégor. Une réunion publique avait été organisée au mois d'octobre par le comité de défense et un programme en 3 points avait été adopté. La première des demandes était d'obtenir de la SNCF un arrêt bi-quotidien du TGV pour pouvoir faire dans la journée un voyage aller-retour jusqu'à Paris. Ce n'est pas excessif. On décida également d'organiser une campagne d'information avec des affiches, des tracts, des communiqués de presse. Et le 18 novembre, 800 personnes se rassemblèrent sur les quais et sur les rails de la gare de Plouaret pour obliger le TGV à son premier arrêt. Les élus nationaux et un grand nombre de maires étaient présents avec leur écharpe tricolore. Le président Cadoudal, c'était son nom, en Vendée, ça va bien, et le secrétaire Jean Tazé développèrent les arguments du comité qui refusait qu'un progrès technique comme la mise en service du TGV se traduise dans le Trégor par une dégradation de la desserte. Et ils fustigèrent les arguments fallacieux de la SNCF qui répétait qu'un train si rapide ne pouvait s'arrêter partout. Ils affirmèrent, les membres du comité de défense, que le TGV ne circulait pas à grande vitesse en Bretagne et que la gare de Plouaret-Trégor était aussi celle de 65 000 Trégorois avec son antenne jusqu'à Lannion. Souhaitant donner un peu de temps à la SNCF, le comité de défense n'organisera qu'une seule manifestation par mois pendant le premier trimestre de la lutte. Le 23 décembre, une pétition fut lancée. Elle recueillit rapidement 6 000 signatures et l'autocollant « Un TGV pour le Trégor » fut aussi mis en circulation. Alors que la SNCF ne répondait pas, l'Assemblée générale du comité déplora en janvier de nouvelles dégradations dues à la poursuite du remplacement des trains corail qui s'arrêtaient à Plouaret par des TGV qui ne s'y arrêtaient pas. Il fut alors décidé de doubler les manifestations, 2 en mars et 2 en avril. Et le 13 avril, une délégation d'élus et de représentants du comité de défense, je me demande si je suis sur la bonne diapo, oui, normalement, sera reçue, alors, le 13 avril, une délégation sera reçue à la direction nationale de la SNCF. Une étude sur les flux des voyageurs allait être diligentée. Pourtant, quelques jours plus tard, dans une interview au journal local Le Trégor, le journal s'appelle aussi Le Trégor, le directeur régional, ignorant totalement ce qui s'était dit à Paris quelques jours avant, se permit une série de déclarations provocatrices du genre « À part le symbole, je ne vois pas ce que l'on peut défendre en demandant un arrêt du TGV à Plouaret pour 10 voyageurs. » Piqué au vif,
le comité de défense organisera 7 manifestations et 12 arrêts de TGV pendant le mois de mai. Le 6 juin sera même organisée une journée gare morte, au cours de laquelle était prévu de bloquer tous les trains. Mais la SNCF réagira en mettant en place un service de car entre Morlaix et Guingamp. On décida alors de s'adresser une nouvelle fois aux instances nationales. Et le 9 juin, une entrevue eut lieu entre les élus trégorois et le directeur commercial national qui permettait d'annoncer qu'un arrêt de TGV bicotidien serait accordé à Ploirette-Trégor à partir du 30 septembre 1990. Et le 7 juillet 1990, à l'occasion du 37e arrêt forcé sur cette troisième bataille, les manifestants pouvaient savourer le pot de la victoire. Le TGV s'arrêtera à Ploirette. Quatrième. Dès le début de 1991, alors là ça s'enchaîne, il n'y a pas eu véritablement d'arrêt. De la fin de l'année 90, c'est un peu plus calme, mais dès 91, le comité de défense va faire de l'électrification, cette fois, jugée vitale pour la pérennisation de la ligne Ploirette-Lannion, sa priorité numéro 1. Pourtant, les débuts sont hésitants. En effet, le président est gravement malade et on relève seulement 3 manifestations pendant les 5 premiers mois de 1991. De son côté, la SNCF procédait à 22 suppressions de liaisons hebdomadaires entre Lannion et Ploirette. Et la gare de marchandises de Lannion allait être fermée au cours de cette année 91. Avec l'objectif d'illustrer le danger qui menaçait la gare de Ploirette et les gares de Ploirette et de Lannion, le comité de défense va faire publier en avril 91 cette affiche très alarmiste. Mobilisez-vous pour éviter la fermeture de votre gare. En avril 91, le directeur régional de la SNCF, en visite à Lannion, indiquera qu'il faudrait réunir 40 millions pour l'électrification de francs, mais il confirmera que la SNCF ne participerait pas au financement. Le comité de défense décida alors d'intensifier ses actions et reprendra à son compte un slogan de la SNCF: « Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous ». Vous reconnaissez peut-être le personnage qui dépose le panneau devant le nez du TGV. Le comité de défense organisera 2 temps forts avec les journées Gare Morte le 23 octobre et le 20 novembre. Le 20 novembre, ce seront 20 trains qui devront marquer l'arrêt. À plusieurs reprises, les gendarmes évacueront manu militari les manifestants assis sur les rails. Une journée chaude. La manifestation de quinzaine va s'imposer comme moyen d'action. Tout au long de l'année 92, la gare de Ploirette verra arriver un samedi sur 2, un peu avant 10 h du matin, entre 250 et 500 manifestants, et à chaque fois, 1 ou 2 trains seront arrêtés. Quand les anciens combattants du rail échangent aujourd'hui à propos des luttes pour la défense ferroviaire du Trégor, l'ambiance chaleureuse des manifs de quinzaine à Ploirette tiennent toujours une place de choix. Malgré 25 manifestations donc au cours de l'année et 35 arrêts de train en 1992, la SNCF semblait ignorer ce qui se passait à Ploirette. Pourtant, la lutte des Trégorois était suivie par la presse locale
qui relatait régulièrement les manifestations et aussi de temps en temps la presse nationale. Le journal du dimanche publiera en 1991 un article qui se concluait par la phrase suivante, je cite, « Dans 10 ans, une route à 4 voies reliera Lannion et Guingamp, et le chemin de fer sera sans doute envahi par les herbes folles. Pour l'heure, bloquant le train, Cadoudal et ses chouans tentent d'arrêter le temps. » Cet article, qui recherchait surtout le bon mot, fâchera très fort les Trégorois. Le président s'appelait bien Cadoudal, mais les militants trégorois n'étaient pas des passéistes, bien au contraire. Quant aux herbes folles, on peut affirmer que la prédiction du journaliste se révélera peu inspirée. Il faut aussi noter, tout au long de l'année 92, la très lente évolution des enquêtes. Sur le coût de l'électrification et sur la fréquentation de la ligne, on soupçonnera bientôt la SNCF de vouloir tester la motivation des militants. La fin de l'année sera aussi marquée par la mort du président. Le 30 novembre 1992, un hommage vibrant lui sera rendu sur les rails de Plouaret. Dès le 9 janvier 1993, les Trégorois retrouvent les quais de la gare. Le maire de Plouaret, nouveau président du comité de défense, indique que l'objectif principal va être l'obtention de l'inscription au 11e contrat de plan État-région de l'électrification de la ligne Plouaret-Lannion. Il annonce également qu'une vaste pétition va être lancée. Février et mars seront des moments de grande activité, le succès de l'arrêt bi-quotidien étant devenu incontestable. Là, je parle de l'arrêt réel du TGV, réel, qui s'arrête de lui-même. Le comité va en demander un deuxième. Le 13 mai 1993 a lieu à Plouaret la première projection du film de Michel Le Thomas, qui a suivi depuis 1989 les différentes phases de la lutte populaire caméra au point. Et on voit ici sur le document journalistique, ils sont à deux, le jeune homme au fond en blanc, c'est Michel Le Thomas qui a fait le film, et en premier plan, c'est René Vauthier, qui est un cinéaste militant. Et Michel a été son assistant pendant assez longtemps. Le 13 mars 1993 a lieu à Plouaret. Ah, je recommence là. Hop, excusez-moi. Le 29 avril, les responsables du comité de défense remettront au sous-préfet les 10 000 signatures collectées en faveur de l'électrification. Le 7 mai, le président régional du conseil régional se déclarera favorable à l'électrification. Le département apportera son soutien en septembre, des appuis extrêmement précieux. Le 12 juin est marqué par une nouvelle capitale. Suite aux plaintes de la SNCF, 6 élus sont convoqués le 25 octobre devant le tribunal de grande instance de Guingamp. Toutes les manifestations qui suivront seront aussi placées sous le signe du soutien aux 6 élus inculpés. Le procès aura bien lieu à Rennes, le 4 novembre. Le président interroge les prévenus. C'est la scène qu'on voit. Pourquoi tous ces arrêts forcés de train? Réponse des élus. Nos demandes sont restées sans réponse et pourtant elles sont vitales pour la pérennité de la ligne Plouaret-Lannion et plus largement pour l'avenir du Trégor. Le président écoutera aussi jusqu'au bout l'intervention magistrale d'un vice-président, Roger Rual, maire de Plestin-les-Grèves, qui se dira scandalisé que 6 élus
participant à un mouvement non violent soit traduit devant le tribunal en vertu d'un décret du maréchal Pétain, et il affirmera que le rôle des élus était de porter les demandes de leurs concitoyens. À la sortie, le secrétaire Jean Tazet exprimera le très fort sentiment d'injustice ressenti par les élus et tous les Trégorois. À la fin novembre, à l'appel d'une affiche rouge, placardée partout, 500 manifestants se rassemblèrent à Plouaret, mais il n'y eut pas d'arrêt de train, car la manifestation eut lieu sur le parvis de la gare. Les responsables du comité souhaitaient éviter toute provocation. Pourtant, le 9 décembre, les 6 élus furent condamnés au total à 22 000 francs d'amende qu'il faudra payer, le bureau du comité de défense ayant décidé de ne pas faire appel. En 1994, les rassemblements seront plus rares à Plouaret. Par contre, le 5 février, une première manifestation sera organisée dans les rues de Lannion et 1000 Trégorois défileront derrière leurs banderoles entre la gare et la sous-préfecture. Cependant, peu à peu, le dossier progressait. Alors que le 5 janvier 1994, l'électrification n'était pas envisagée, le 2 mai, le même ministre annonçait, je cite, que l'électrification de cette voie ferrée était retenue dans le cadre du 11e plan entre l'État et la région Bretagne, nombre d'obstacles ayant été levés. Le 14 mai, la gare de Plouaret-Trégor connut son 168e et dernier arrêt de train. L'organisation fut originale, puisque la population descendit sur les rails et les élus condamnés restèrent plus discrètement sur les quais. Les élus condamnés seront mis en demeure de payer les amendes. Une collecte populaire compensera cette sanction jugée très injuste. En avril 1995, très beau succès de la deuxième manifestation organisée à Lannion, 1500 personnes défilent dans le centre-ville pour protester contre la lenteur de l'évolution du dossier. Le 4 novembre 1995, les Trégorois seront de retour dans les rues de Lannion, très remontés contre l'annonce incompréhensible d'une durée de 4 à 6 ans pour réaliser les travaux. Et de plus, le financement était loin d'être bouclé. Arrivés devant la sous-préfecture, les élus eurent l'agréable surprise de voir le sous-préfet, qui se trouve au milieu entre les deux élus qui dirigent le comité de défense. Donc le sous-préfet était descendu, échangé avec eux, et le représentant de l'État les recevra le mardi suivant, et il parviendra à provoquer la réunion de la table ronde réclamée depuis des mois. Le 6 juillet 1996, le comité de défense organisera une nouvelle manifestation devant la gare de Plouaret, sans arrêt de train. Les Trégorois voulaient se rappeler au bon souvenir, cette fois, des financeurs potentiels, qui se faisaient par trop silencieux. En 1997, un événement non programmé viendra au secours d'un dossier qui aurait pu s'enliser. Ce fut l'arrivée de la gauche au pouvoir après la dissolution de l'Assemblée par le président Chirac et la nomination de Jean-Claude Guesseau au poste de ministre des Transports. Dès le mois de septembre, un deuxième arrêt quotidien du TGV sera accordé par la SNCF à Plouaret-Trégor. Le bureau du comité de défense se réunissait régulièrement. Des courriers étaient adressés et les communiqués de presse étaient relayés par les journaux.
et de temps en temps, un 4 pages distribué à la population faisait le point sur la situation. En janvier 1998, le financement de l'électrification de la ligne sera enfin réuni. L'État avait accepté de faire monter sa part de financement de 25 à 30%. La région avait suivi à 30% et les fonds FEDER apportaient 25%. Le département, on en parlait ce matin du rôle des départements, le département accepta de faire la pointe en prenant à sa charge les 15% restants. Le chantier pouvait démarrer. Parallèlement, la ville de Lannion avait lancé le dossier de la nouvelle gare et le 5 juin 2000, la gare historique de Lannion sera démolie sous les yeux du secrétaire du comité de défense, également adjoint au maire de Lannion. Après 9 mois de travaux pour réaliser l'électrification, le 30 juin 2000, à 21h59, le premier TGV en provenance de Paris-Montparnasse entrait en gare de Lannion. Les quais de la nouvelle gare étaient noirs de monde. Les Lagnonnais, mais aussi de nombreux Trégorois, avaient voulu fêter cet événement tant attendu. Le 17 juillet 2000, sous la présidence du ministre des Transports, Jean-Claude Guessot, l'inauguration de l'électrification de l'antenne Plouaret-Lannion eut lieu à Plouaret, en présence d'un parterre d'officiels et d'élus impressionnants. Même Louis Gallois, président national, était là. Après un trajet inaugural triomphal, on se serait cru à l'arrivée du Tour de France, en TGV électrique, entre Plouaret-Trégor et Lannion, l'apothéose eut lieu à Lannion avec l'inauguration de la nouvelle gare. De nombreux articles de journaux relatèrent abondamment les différents épisodes de cette lutte victorieuse. Au cours de l'été 2000, ce seront plus de 40 000 voyageurs qui vont fouler les quais de la gare de Lannion pour profiter à plein du TGV qui venait tous les jours à Lannion, en été simplement. Et le 29 septembre 2001 fut organisée à Plouaret la fête de la victoire, suivie par des centaines de Trégorois avec un repas populaire précédé par la projection du film de Michel Le Thomas, Défense de dérailler, qui immortalisait toute l'épopée. Depuis l'année 2000, le comité de défense est resté en état de vigilance et il continue à défendre ces deux gares et son antenne de Plouaret à Lannion en direction des plages. Merci. Je pense que, comme vous avez été finalement concis, eu égard à nos horaires de chemin de fer, et nôtres d'ici, on peut peut-être, avant le deuxième exposé, justement profiter de ce que vous êtes encore là pour quelques échanges avec la salle. En un mot, mon impression à moi, c'est qu'il y a des mouvements populaires. Et ce sera peut-être une question tout à l'heure pour Pierre-Henri Laszlo. Quel a été le rôle de la population, des riverains, par rapport à ce mouvement populaire qui est impressionnant d'après les photos. Voilà, alors qui souhaite? Mouvement populaire et en même temps à l'ouest. Il y a Morlaix, il y a Brest, etc. Ça dépend quel sens on donne au mot. Non, mais il y a quelques centaines de milliers de personnes qui ont trinqué, entre guillemets, de tous ces arrêts intempestifs pour eux, et qui se sont sentis encore plus enclavés. Quelles ont été les réactions de ces populations brestoises et autres? Ah, vous voulez dire, pardon, vous voulez dire les personnes qui étaient dans le train? Oui, ou des habitants qui se sentaient très loin, encore plus loin de Paris. Oui, mais qui peut-être avaient des arrêts. C'est parce que
Nous, on était considérés comme une gare petite, entre guillemets, alors que dès le départ, des gares du style Lamballe, Guingamp, Morlaix, Landivisiau, Landerneau avaient des arrêts. Donc nous, on avait une menace de disparaître, purement et simplement. Et c'est vrai aussi que par contre, il y a eu à certains moments, les gens qui étaient dans le train le samedi avant midi, là, entre 10h et 10h30, il y en a quelques-uns qui sont descendus du train, effectivement, qui étaient retardés dans leur progression vers l'ouest. Absolument. Mais bon, on discutait, on essayait on comprenait bien leur gêne, c'est évident. Si tous les samedis, un samedi sur deux, quand ils passent à Fleurette, ils sont sûrs que ça va être arrêté. Bon, alors est-ce que l'on meurt, entre guillemets, d'un arrêt? Parce qu'on faisait en sorte que les arrêts étaient proportionnels au mécontentement du jour. Donc ça pouvait être 10 minutes, et ça pouvait être 20, et des fois, quand on était très très fâché, ça pouvait être une demi-heure. Voire une fois, je crois, 45 minutes, une fois. Mais quand même pas. Non, mais dans cette affaire, c'est la question de l'incertitude dans la mobilité. Donc, quand vous n'êtes pas sûr d'arriver à l'heure à Paris. Voilà. Ah oui. Des choses comme ça. Donc, enfin, là, ils allaient à Brest. Ceux qu'on arrêtait allaient à Brest. Ah, d'accord. Enfin, si on avait 2 arrêts, c'était un dans chaque sens. Ouais. Mais c'était assez rare qu'on ait 2 arrêts le même jour. Mais par contre, les jours des gares mortes, entre guillemets, c'était tous les trains. Ou quand la SNCF faisait en sorte d'empêcher la gêne, de faire le quart entre Morlaix et Guingamp, ça arrivait. Juste un témoignage, puisque moi je suis rennais, et je pense que sans être péjoratif, il y a en Bretagne une longue tradition d'arrêt des trains, qui a commencé dès les années 60 avec les exploitants agricoles, et ensuite, à partir de la fin des années 70, dans de nombreuses petites gares, c'est-à-dire Messaguipry, c'est-à-dire Hennebont, c'est-à-dire Landerneau, Lamballe, les populations et les élus se sont battus pour le maintien des arrêts de train Corail, d'abord. Et si je ne me trompe pas, mais vous pourrez peut-être me le dire, les premiers projets de la SNCF en 1987-88, c'était que les TGV ne dépassent pas Saint-Brieuc et Lorient. Il me semble. Brest l'aurait difficilement accepté. Si je permets, je peux apporter des éléments de réponse. Oui. Les projets de la SNCF étaient les suivants. C'était de rendre beaucoup plus direct les TGV tant vers Brest que vers Quimper. L'électrification, alors Rennes-Brest n'était pas électrifié, l'électrification de Rennes-Brest s'est faite d'emblée par la SNCF, enfin, le financement, le système SNCF-État. Et puis Rennes-Quimper également s'est fait avec un décalage de 2 ans, c'est-à-dire 89 Paris-Brest, 90 Paris-Bordeaux avec l'antenne sud, et 91 Paris-Quimper. La stratégie de la SNCF qui avait déjà été tentée d'être mise en œuvre, c'était de rendre direct, le plus direct possible, les TGV vers Brest et vers Quimper. Ça supposait Rennes, Saint-Brieuc, Morlaix, Brest, ce qui faisait sauter Lamballe. Alors Guingamp était sur la sellette, Lamballe, Ploarec, Landivisiau et Landerneau, sur la branche de Brest. Alors, cette politique de la SNCF était conçue sans considération des réalités de terrain, des réalités géographiques de terrain, dans le but de descendre le plus rapidement sur Brest pour être concurrentiel par rapport à la liaison aérienne Paris-Brest, c'est-à-dire se rapprocher. 2 heures de Paris à Rennes, 2 heures de Rennes à Brest, c'était l'équivalent. Donc 4 heures. À 4 heures, on commençait à pouvoir manger des parts de marché de l'aérien sur la liaison Brest-Paris. Et donc, plus on supprimait d'arrêts, plus on déboulait vite sur Brest pour manger des parts de trafic de l'aérien. Ça faisait fi complètement de la géographie urbaine de la Bretagne, qui se caractérise par un chapelet de villes moyennes et petites, de fonderies dédoublées sur la côte, en front de mer à l'estuaire des Rias, par des villes également petites et moyennes. On a donc des couples, Guingamp, Paimpol, Ploarec, Lannion, Morlaix, Roscoff, et on peut continuer comme ça sur la branche sud, exactement pareil, puisque c'est la conséquence
de la géographie fluvio-maritime du pays, avec des rias où les bateaux pouvaient remonter profondément dans la ria, et le point de transfert entre la circulation maritime et la circulation terrestre, et c'est en fond de ria, au point de remontée le plus fort de la marée, et où était construit le premier pont sur la rivière de la ria. Toute la partie aval étant sans pont, ce n'est seulement dans les années 70 qu'il y a eu des ponts en fond de ria, notamment dans la partie sud de la Bretagne. Donc à Paris, ils faisaient complètement fi de cette géographie régionale, et leur idée c'était de dérouler le plus rapidement possible sur Brest, sur Lorient, pour prendre des parts de marché à Lyon, puisque les deux aéroports concurrentiels du fer, c'était Brest et Lorient. On peut rappeler aussi qu'à l'époque, il y avait un aller-retour aérien entre Lannion et Paris. Absolument. Pour les ingénieurs de France Télécom et du CCETT, enfin tout. Oui, il y avait depuis les années 60, avec l'installation du CNET, donc, le CNET avait d'ailleurs sa propre ligne de Lannion à Orly. Et parallèlement, il y avait une ligne commerciale, en quelque sorte, qui acceptait tout le monde. Enfin, ça partait du même aéroport pour arriver au même endroit. Mais il y avait deux lignes distinctes. Le CNET avait sa ligne professionnelle, entre guillemets, entre donc Lannion et ici les Moulineaux. Puisqu'il y avait les deux pôles du CNET, et à Lannion, le pôle était très très important à l'époque. Il est toujours important, mais en effectif un peu moins. Et donc, oui, allez-y, je vous en prie. Deux questions. J'ai pas bien compris quel était l'enjeu de l'électrification. Donc ça permet évidemment de faire venir des TGV jusqu'à Lannion, mais d'après ce que j'ai compris, il n'y en a pas beaucoup finalement. Il y en a que l'été toujours. Est-ce que c'est toujours le cas? Alors, oui, il y a des TGV toute l'année, mais enfin, l'été, on a un TGV tous les jours et 2 TGV le vendredi et le dimanche. D'accord. Voilà. Et en hors saison, comme on dit, il y a un TGV, enfin un aller-retour le vendredi et le dimanche. Ah d'accord. Et est-ce que du coup l'électrification c'était aussi par rapport au trafic TER ou parce que sur 16 km on se dit que ce soit du diesel ou de l'électrique? Oui, non, mais il y avait d'éviter la rupture de charge et d'avoir. L'idée était quand même assez répandue, justifiée ou non, mais je pense assez justifiée, que la pérennité de la ligne tenait aussi à l'électrification. Et donc, je pense que l'histoire ne nous a pas donné tort. Oui, c'est vrai qu'on ferme rarement des lignes électriques. Ouais. L'obtenir, c'était... alors, c'est vrai qu'au départ, par exemple, le sous-préfet qu'on a évoqué a été un atout, un facilitateur au moins des débats. Et au départ, lui, une ligne de 16 km, électrification, si on a un bon train diesel, ça doit faire l'affaire. Et on avait débattu longtemps avec lui. Et je ne dirais pas qu'on avait réussi à le convaincre, mais il avait réussi à accepter l'idée que l'on n'avait pas tort, même si lui avait peut-être raison. Et il a, dans mon livre, justement, c'était devenu quasiment un ami, le sous-préfet était un ami, il a fait une contribution dans le livre, le sous-préfet. Et au-delà de tous les élus nationaux importants qui se sont impliqués et qui, au moment crucial, évidemment, étaient, sinon les responsables complets de la victoire, du moins y avaient contribué et ont tout à fait accepté de dire leur part de vérité sur ce dossier essentiel dans le Trégor. Mais le sous-préfet, c'était plus difficile. Enfin, je ne pensais pas que j'allais obtenir de lui sa contribution. Mais il n'était plus à Lannion. Donc il était du côté de Saint-Quentin, je crois, à ce moment-là, et donc il avait accepté. Mais il faut dire qu'après, il avait une fibre trégorroise très forte, puisqu'il est revenu à l'heure de la retraite habiter tout près de Lannion. Autre question, bon, le mouvement, l'ampleur du mouvement populaire est impressionnante, d'après ce que vous avez montré. Et quelle était la relation de tous ces manifestants avec ce train parce que on voit que c'est un mouvement populaire, l'importance de la CGT, du Parti communiste, bon, qui on sait est très implanté dans cette partie du Trégor à l'époque. Oui. Mais ces gens finalement étaient-ils des usagers du train? Ils n'ont pas un profil de cas dynamiques qui font l'aller-retour pour Paris tous les jours.
Est-ce qu'ils prenaient le train entre Lannion et Ploirette? Quelle était leur motivation finalement pour s'engager comme ça? Parce que c'est pas rien, c'est un mouvement qui dure pendant des années, où les gens, beaucoup de mouvements sociaux s'essoufflent beaucoup plus vite. Celui-là est impressionnant. Quand même. Je ne dirais pas qu'ils prenaient le train régulièrement, pas tous, mais ils avaient des enfants, des petits-enfants, et surtout la défense du territoire, quoi. C'était la plupart des personnes qu'on a évoquées, des maires de communes rurales de 2000, 3000 habitants, mais qui étaient, et quelques-uns d'origine, enfin pas d'origine, c'était des cultivateurs, des paysans, mais ils avaient cette notion de la défense du territoire, de la défense du service public, et la SNCF était l'un des atouts essentiels dans notre région de ce service public. Donc, ils ne voulaient surtout pas perdre cet atout. Et c'est vrai que c'est assez on a un peu regardé, il nous est même arrivé d'aller arrêter des trains dans d'autres régions, quand on avait un peu de temps libre après l'an 2000. C'est-à-dire qu'on est allé, par exemple, dans le Lot, on est allé Gourdon, on est allé à Gourdon faire... et ils étaient très contents de nous recevoir. Et ils avaient connaissance de la lutte du Trégor. Oui. Monsieur Geoffroy, hier vous avez, pendant la table ronde, parlé de l'étincelle déclenche, mais l'étincelle cheminote. C'est le moment peut-être de revenir un petit peu sur le rapport entre cette étincelle cheminote et le mouvement populaire. Peut-être quelques mots sur ce sujet qui est un... Oui, c'est vrai que le secteur de Ploirette en particulier, plus que Lannion, c'était vraiment un centre de cheminots. Il y avait la fibre, y compris depuis la Deuxième Guerre mondiale et la résistance. Alors la résistance contre les Allemands à l'occupation, mais après... c'est vrai que quelqu'un l'a dit, je ne sais plus exactement où, que c'est vrai que c'était en général des cégétistes qui avaient un sens de ce... Disons, ils étaient toujours en veille, toujours attentifs à ce qui se passait, et ils avaient le lien entre les syndiqués de la CGT essentiellement, mais pas uniquement, de cette défense du service public. Donc, dès il y avait des relations très étroites, et ça a duré tout du long, et encore aujourd'hui, en 2024, nous avons toujours comment on les appellerait, des techniciens, qui quelquefois sont à la retraite, mais qui ont une capacité à lire les horaires, à disséquer tout ça, et dès que les choses paraissent, ils font l'analyse et ils nous préviennent. Donc à l'époque, si vous voulez, en 1968, je dirais que la bataille, avant d'être populaire, elle a été syndicale. Et dès 1964, quand il s'est agi que la menace pesait sur les petites gares et la gare de Lannion en particulier, parce qu'il y a eu un projet déjà, je pense en 1964, et je voyais très souvent le chef de gare de l'époque de Lannion, il a été chef de gare à Ploirette et à Lannion d'ailleurs, il me disait qu'en 1964, déjà, il y avait des projets de mise de transfert sur la route, ils appelaient ça comment, mise en place de cars express entre Perros, parce qu'on prenait en compte Perros, donc il fallait, c'était pas du rail à plage, mais de l'autobus jusqu'à la plage, de Perros à Guingamp, en chantant la partie Ploirette du réseau. Et tout du long de ces batailles de 68 et de 78 et de 87, disons, on était prévenus très tôt, quoi. Enfin, c'était en amont, c'était pas le jour où le train s'arrêtait que l'on savait qu'il s'arrêtait pas.
qui n'allait pas s'arrêter. On le savait avant, et le comité de défense se réunissait, et mettait en place des stratégies, mettait en place ses priorités, disons, en ce moment c'est l'arrêt du TGV, on travaille pour, en ce moment c'est l'électrification, mais l'électrification faisait partie déjà du programme de 88-89. C'était déjà... Mais il y a d'ailleurs eu à ce moment-là, par rapport aux sensibilités politiques, disons, Lannion préférait mettre en avant, Lannion entre guillemets socialiste à l'époque, préférait mettre en avant l'électrification, et Plouaret préférait mettre en avant l'arrêt du TGV. Et donc, disons, en nombre, Plouaret, curieusement, était plus important, du moins en nombre de militants et de maires, donc la priorité a été donnée à l'arrêt du TGV. Et ensuite, évidemment, l'électrification a suivi. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'arrêt véritable entre 89-90 et la suite. Ça faisait partie d'un même programme. Et le troisième volet du programme, c'était l'amélioration constante des correspondances. Et là, c'est l'illustration de la dernière diapo. Récent, ça c'est tout récent, hein, ça date de 2 ans, ça. Les horaires d'hiver arrivent, et on constate que le train qui vient de Lannion, il arrive trop tard. C'est-à-dire que les trains qui vont à Brest et à Rennes, ils viennent juste de partir quand la correspondance de Lannion arrive. Donc, loupé. Et il a mis, même pour changer un train d'1 minute, il faut du temps. Hein. Parce que la région, la SNCF, enfin là c'était la SNCF sur le plan technique et la région sur le plan financier, mais là, l'impact financier, il est nul. Il suffit que le train parte 5 minutes plus tôt de Lannion, et hop, la correspondance, et voilà. Et donc on est allé photographier le premier jour où la correspondance fonctionnait. 3 trains en même temps à Plouaret. Je ne vous dis pas si on était fiers. C'est rare. Georges, ce sera après. Le deuxième intervenant, et tu pourras poser après tes questions. Merci beaucoup, monsieur Lébrun.